Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h08 sur Sud Radio, on vous présente ce face-à-face aujourd'hui. André Berkov, vous recevez le journaliste, auteur de ce nouveau livre, La guerre secrète entre juges et politiques chez l'Artilleur. C'est Gilles Guettner qui est avec nous. Bonjour à vous, Gilles Guettner. Bonjour. Bonjour Gilles Guettner. Bonjour. Effectivement, vous racontez quand même une saga. D'ailleurs, ça se lit effectivement, je dirais pas comme un roman policier, mais effectivement comme un roman judiciaire. Je pensais à ce comment s'appelle-t-il, cet écrivain américain qui est avocat et qui a écrit de très très beaux romans sur les juges. Enfin, de toute façon, alors vous partez de 1981, donc élection de François Mitterrand, jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs aujourd'hui, on a l'impression que vous avez écrit avant-hier, parce que vous avez déjà la relaxe du Dupond-Moretti. C'est quand même très récent. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans votre livre, c'est qu'on voit que cette guerre secrète, d'ailleurs, pas si secrète que ça, parce que souvent ça remonte à la surface, mais est-ce vraiment une guerre ? C'est une question que je me suis posée en lisant votre livre, parce que c'est vraiment, enfin, quand on vous lit, c'est un je t'aime, moi non plus. Il y a quand même des connivences, des rapprochements, des instructions, on va en parler avec l'affaire Fillon, ou pas, plus ou moins dites, plus ou moins avouées. Est-ce que ce n'est pas plutôt cette espèce d'ambiguïté, attraction, utilisation, instrumentalisation, manipulation, répulsion, beaucoup de mentions, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même de très trouble dans cette histoire. Oui, vous avez tout à fait raison, sauf que quand on regarde le temps qui a passé, c'est-à-dire 43 ans depuis 81, on s'aperçoit quand même qu'il y a eu périodiquement des affrontements terribles entre les juges et le pouvoir politique. Je pense, sous la gauche, il y a eu l'affrontement avec le juge Jean-Pierre, les perquisitions où... Urbain et Carrefour du Développement. Absolument, où un certain ministre de la Justice parlait de cambriolage judiciaire lorsque le juge Jean-Pierre perquisitionnait. Et puis ça... En allant très très vite, ça a continué aussi avec les affaires de la mairie de Paris, l'affaire Alphen, et puis avec... en dernier lieu, pour faire court, avec le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui quand même a été... s'est retrouvé devant la Cour de justice de la République, un peu à cause des juges. C'est la première fois dans l'histoire de la République qu'on voit un tel phénomène. Oui, la première fois qu'un ministre de la Justice était convoqué... Et c'était quand même surréaliste de voir le procureur général près la Cour de cassation, procureur général près la Cour de justice, qui requiert contre... Le garde des Sceaux. Et qui dépend du garde des Sceaux, normalement. Absolument. Alors, je ne sais pas quels sont leurs rapports maintenant, mais le garde des Sceaux a dit la page est tournée, donc on n'en parle plus, quoi. Ouais. Je voudrais faire une petite remarque sur la relaxe du garde des Sceaux. Est-ce que, c'est une question que je pose, est-ce que si la juridiction avait été une juridiction classique, composée uniquement de magistrats professionnels, est-ce que Monsieur Dupond-Moretti aurait été relaxé. Parce que la Cour de justice de la République n'est pas composée non, que de 12 magistrats élus, sénateurs et députés, plus 3 magistrats professionnels. Ouais. Et on voit très bien, très bien, sans entrer dans les détails et le problème du secret des délibérations, on voit bien que les politiques l'ont emporté. C'est clair. Parce que peut-être que sur les 12 juges élus, il y avait peut-être certains qui étaient en délicatesse avec la justice. Oui. Donc ils se sont dit, on va quand même le soigner. Oui. Mais alors, non pas à contrario, je dirais quand même. Si on se rappelle, c'est intéressant, vous en parlez longuement dans votre livre, Gilles Guettner, quand même, l'affaire Fillon. Je rappelle, pour les auditeurs, article du Canard enchaîné sur le fait que sa femme est employée fictivement, d'après eux, et 2 heures après, le parquet national financier déclenche les hostilités. Oui. Bien, 2 heures après. Franchement, aujourd'hui, est-ce que le parquet national financier n'a pas, je ne dis pas subi, mais connu quelques instructions du côté de l'Élysée ? Ah ben visiblement, il y a eu en tous les cas un dysfonctionnement, disons une analyse différente entre la procureure générale près la Cour d'appel de Paris et la patronne du PNF. Ça me paraît clair. Et d'ailleurs, quand Madame Houlette, puisque c'est elle c'était la procureure nationale financière, a été auditionnée en 2020 dans le cadre d'une enquête parlementaire, elle l'a dit qu'elle avait eu sans arrêt des pressions après. Elle est revenue un peu en arrière, etc. Mais vous avez raison. L'ouverture de l'information, l'enquête préliminaire dans un premier temps,
dès le 25 janvier 2017, c'était cuit pour Fillon. Est-ce que juste une chose, parce que nous allons faire une petite pause, mais juste une chose, Guettin, est-ce que c'était une première qu'on attaque un candidat du présidentiel en pleine campagne électorale? Alors, c'est absolument une première, d'où la question que beaucoup se posent, des juristes et des hommes politiques, est-ce qu'on doit organiser une trêve judiciaire pendant la campagne électorale? Alors, beaucoup de magistrats disent que oui, mais le 25 janvier 2017, nous n'étions pas en campagne électorale. Alors, on aurait pu ne pas ouvrir d'informations au mois de mars, puisqu'il a été mis en examen en tant que... La campagne n'avait pas commencé officiellement. Donc, parce qu'on se serait trouvé dans une situation ahurissante. On n'aurait pas ouvert d'informations judiciaires. Tout le monde, les grands penseurs, les grands sociologues, les analystes politiques pensent que François Fillon aurait été élu président de la République. Et alors on se serait trouvé dans une situation complètement folle. On aurait eu un président de la République mis en examen, mais qu'on n'aurait pas pu interroger puisque couvert par son statut de chef de l'État, comme l'était Nicolas Sarkozy. On va continuer à en parler de ce roman d'amour, haine et autres, entre juges et politiques, avec Gilles Guettner, tout de suite après cette petite pause. Et avec vous au 0826 300 300 pour témoigner, pour poser toutes vos questions. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos débats. On entend des choses qui changent un peu de la doxa généraliste qu'on entend trop partout. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. C'est un cliché, mais il faut le dire, dans le cas du livre de Gilles Guettner, La guerre secrète entre juges et politiques, pendant 43 ans, publié chez l'Artilleur. C'est vrai que ça se lit comme un roman, non pas un roman policier, mais tout au long de la lecture, Gilles Guettner, je me suis dit, j'aimerais avoir un peu votre sentiment, puisque vous suivez ça depuis, effectivement, des décennies. On se dit, les politiques, quand même, à un moment donné, ils sont jugés. Quand je dis ils sont jugés, non pas seulement juridiquement, mais il y a un juge qui est l'électeur. À un moment donné, au bout de 4 ans, 5 ans, 6 ans ou autre, il retrouve les électeurs qui rendent le verdict. Oui, vous avez été bon, pouce en l'air ou pouce en bas. Mais qui juge les juges ? Qui juge les juges? C'est une question qu'on se pose toujours, et on se dit, parce que dans cette espèce de bras de fer entre procureurs, juges d'instruction, magistrats, on va en parler, effectivement, on va prendre le temps de le faire, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même, est-ce que c'est un jeu à somme nulle, ou est-ce qu'il n'y a pas quand même un gagnant et un perdant? Alors oui, l'organe qui juge les juges, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Oui, mais enfin, honnêtement. On n'a pas l'impression, en tout cas de l'extérieur, on n'a pas l'impression. Mais je cite quelques exemples. Chaque année, il y a dans le rapport du CSM, on fait allusion aux dérives, mais ce sont pas des dérives, c'est des dérives plutôt personnelles sur la façon de vivre. C'est plutôt ça. Mais il y a eu quand même des magistrats. Je peux vous citer un cas. Oui. À l'époque de François Léotard, quand il était ministre de la Défense, il y avait un substitut général à la Cour d'appel de Paris qui devait être nommé directeur de la gendarmerie. C'est pas rien. C'est un très beau poste. Et il était sur le point d'être nommé quand le Canard enchaîné a tout foutu par terre, autant que je me souvienne. C'est que, il a, preuve à l'appui, le Canard a raconté que ce magistrat entretenait des relations coupables avec des voyous. Mais des vrais voyous. Donc le poste... Mais alors, je vais vous poser la question autrement. On sait très bien aujourd'hui que dans l'équipe Macron, on a bien vu Bayrou, celle-là c'est tout à fait nouveau, Bayrou a été blanchi, effectivement, au bout de longtemps, Oui, alors je vous interromps. Ouais. Blanchi, on va voir si le parquet fait appel. Oui, c'est ça. Oui, et vous avez vu que les attendus sont bizarres, quand même bizarres. Il est probable que des autorisations qui n'aient pas été au courant. Oui, bon, voilà. Cela dit, c'est la règle du jeu, mais. Il faut attendre. Mais je veux dire par là, Gilles Guettner, justement, et ça m'intéresse que vous parlez de ça, c'est-à-dire que, au fond, soyons clairs, un certain nombre de procureurs, on parlera d'appeler des juges d'instruction. Mais un certain nombre de procureurs, que ce soit à gauche ou à droite, ça n'a aucune espèce, ça vous le dites très bien et on le sait en fait. Mais un procureur qui doit sa carrière
au ministre de la Justice, donc au président de la République. On connaît le pouvoir monarchique de notre chère 5e République. Est-ce que franchement, il faut avoir une âme absolument d'airain et un héros pour se dire, écoutez, je pense quand même à ma carrière et je vais m'opposer à tel ou tel homme politique. Je pense, pourquoi je dis ça? Il y a un certain nombre de ministres ou d'entourage de Macron, pour ne pas parler de Colère ou d'autres, d'Alexis Colère ou beaucoup d'autres, qui ont été soit mis en examen, soit poursuivis. Et vous savez, on disait avant, c'est la jurisprudence Balladur, un ministre mis en examen doit démissionner. On a l'impression que tout ça, je ne veux pas dans la caricature des Ménines de Velasquez et l'entre-soi et tout le monde se tient par la barbichette, mais il y a, même en lisant votre livre, il y a quelque chose de ça. Oui, absolument, mais prenons le problème des procureurs, du procureur général ou du procureur d'un grand tribunal. Il est nommé par le pouvoir en place. Il est sûr qu'il faut avoir une dose, en général ils sont indépendants, mais il faut avoir une dose très forte d'indépendance pour résister. Alors il y a eu des magistrats qui ont résisté, en l'occurrence Van Ruymbeck, qui était juge d'instruction, il a résisté au pouvoir. Mais Van Ruymbeck n'était pas nommé par le pouvoir en place. Non, il a été amovible, ça. Mais les magistrats, qu'est-ce que vous voulez? Il faut que les procureurs soient indépendants et qu'ils soient nommés par une commission qui pourrait être composée d'élus, de magistrats et qui déciderait. Donc, comme cela... pas nommé par le pouvoir, non, mais comme ça, le procureur ou le procureur général pourrait décider en son âme et conscience d'ouvrir ou de ne pas ouvrir une information judiciaire. C'est ça le fond du problème. Et on pourrait même aller encore plus loin, c'est nommer un procureur général de la nation qui s'occuperait vraiment de l'action publique et qui, lui, serait totalement indépendant du pouvoir politique, qui aurait, d'une certaine façon, certaines attributions du garde des Sceaux, mais qui ne siégerait pas au Conseil des ministres. Ce qui permettrait de lui donner encore une plus grande indépendance. Alors justement, ça m'intéresse, Gilles Kettner, encore une fois, c'est aux journalistes d'expérience que je parle. Est-ce que vous auriez au juge élu, ou en tout cas, pour reparler, à la Cour suprême à l'américaine, où effectivement la Cour suprême est totalement indépendante Oui, alors on est en train, là, avec l'arrêt concernant le garde des Sceaux, on commence un petit peu à entrer dans cette thématique. Sauf que la Cour de justice de la République, ce ne sont pas des juges indépendants, c'est le moins qu'on puisse dire. Absolument. Mais il faudrait, dans ce cas-là, il faut supprimer le juge d'instruction. Ah oui. Non, mais c'est intéressant. Et puis laisser le parquet faire l'enquête lui-même. Et il serait une partie comme l'est la partie civile ou la personne mise en examen. C'est ça qu'on pourrait faire. Et d'ailleurs, à Paris, l'expérience avait eu lieu au cours de l'affaire Drey. Drey avait été soupçonné, l'ancien député de l'Essonne, socialiste. Ah oui, Julien Drey. Avait été soupçonné d'opérations immobilières, d'opérations financières un peu douteuses. Et le procureur de l'époque a décidé de ne pas nommer de juge d'instruction pour aller plus vite et de résoudre le problème plus rapidement. Et on en vient à l'affaire Bayrou. C'est vrai que 7 ans, c'est plus que pénible, mais c'est clair. Mais il y a des gens qui ont commis des infractions plus graves et qui, eux, à la longue, sont aussi relaxés et acquittés. Tout à fait. Donc c'est compliqué parce qu'en plus, vient se mêler un pouvoir dont on parle beaucoup, c'est celui des journalistes. Bien sûr. Vous savez que... Le fameux quatrième pouvoir. Oui, qui peut faire déraper beaucoup d'enquêtes, on l'a vu. Souvenez-vous, c'était pas une affaire financière, mais l'affaire Dils. Ce jeune homme qui a été acquitté quand même après 14 ans. Quand même. Bon. Mais regardez, on va en parler après cette petite pause et on va continuer avec vous. Encore une fois, c'est passionnant, on va parler de certaines affaires parce que justement dans le livre, il y a des affaires qui montrent bien la complexité aussi de la chose. Et puis, c'est humain, ce sont des hommes, ce sont des femmes. Et vous ne pouvez pas empêcher, pardonnez-moi de vous couper, ils votent. Ils votent, oui, bien sûr. Et peut-être que vous aussi, il y a une histoire judiciaire qui vous a marqué. Vous nous appelez 0826 300 300 pour témoigner ou pour poser toutes vos questions. Ne bougez pas, on revient tout de suite. Sud Radio Berkhof dans tous ses états, midi 14h. André Berkhof. Ici Sud Radio. Les
Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors, le monde judiciaire dans tous ses états, le monde politique, mais ça, ce n'est pas nouveau. Gilles Guettner fait un inventaire très intéressant de ce côté, effectivement, attraction-répulsion, on l'a dit, depuis 1981 jusqu'à aujourd'hui, et Dieu sait s'il y en a eu des choses, effectivement, et on parlait de ce qu'on pourrait faire avec peut-être des procureurs enfin non indépendants, mais au vrai sens du terme, parce qu'ils ne le sont pas aujourd'hui, il faut le dire, et peut-être supprimer ou pas les juges d'instruction. D'ailleurs, dites-moi, quand Nicolas Sarkozy les traitait de petits pois, ça n'a pas dû leur plaire beaucoup, non, ça. Hein, ça c'est une profession comme beaucoup, mais surtout celle-là, elle est très susceptible, quoi. Et traiter les magistrats de petits pois, il pensait surtout aux magistrats de la Cour de cassation, donc les plus hauts magistrats du pays. D'accord. Donc ça a dû un petit peu les agacer. On voit agacer, le mot est un peu faible, mais on voit bien que d'ailleurs, tous les présidents de la République depuis 81 n'ont jamais eu une sympathie et spécial un amour débordant pour la magistrature. On le voit bien. Et Nicolas Sarkozy fait partie, incontestablement, il est un peu dans le peloton de tête des chefs de l'État qui n'aimaient à la magistrature. Alors, on l'a vu, en fait, vous parlez, vous parlez 5 présidents Mitterrand. Il n'aimait pas beaucoup à cause de l'affaire de l'Observatoire. Oui, c'est évident. Oui. Et l'affaire de l'Observatoire, c'est une affaire entièrement montée, on le sait, etc. Bon, mais alors Mitterrand, je rappelle Chirac. Ensuite, il avait des raisons aussi. Hollande. Non, attendez, il y a eu Sarkozy, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron. Oui. Donc vous parlez de 5 présidents. Oui. Et Giscard était un peu à l'écart de tout ça, d'ailleurs. Giscard, là, oui, Non, parce que moi, on m'a raconté que... Mais pourquoi? Comment ça se fait qu'il y a eu au Conseil supérieur de la magistrature, et quand il était le président, comme tous les chefs de l'État, il intervenait peu, il n'y avait pas il n'y a jamais eu une grande... coexistence pacifique. Oui. Enfin, plus ou moins. Ouais. Non, ceux qui ont été le plus, c'est François Mitterrand, et puis Nicolas Sarkozy, et puis Jacques Chirac, c'est les 3... Oui, c'est pas mal, déjà 3 sur 5, c'est déjà pas mal. Alors que le président actuel leur passe plutôt la main dans le dos, si je peux m'exprimer ainsi. Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de tension. Parce qu'avec Chirac, souvenez-vous, les tensions étaient très fortes, avec l'instruction... La mairie de Paris, le scandale de la mairie de Paris. D'ailleurs, Robert Badinter était intervenu, avait dit ce n'est pas Monsieur Capet. Oui. En revanche, Sarkozy, mis en examen, mis d'ailleurs en garde à vue. 15 ou 16 heures, autant que je me souvienne. Il y avait un conflit qui a toujours existé entre les juges. D'ailleurs, il l'a rappelé quand il y a eu l'arrêt sur les fameuses écoutes téléphoniques, l'affaire Bismuth. Oui, l'affaire Bismuth, oui. Il a été fort mécontent de l'arrêt en raison de la présence de la présidente qui avait, quelques années auparavant, critiqué la réforme du juge d'instruction. Mais alors, parmi les juges que vous avez côtoyés, ou en tout cas que vous avez... Quelles sont les personnalités positivement ou négativement, les plus fortes? C'est Eva Joly, c'est qui enfin, parmi les juges, je dirais très accrochés comme ça, au basque du pantalon qui tient le... Alors, bon, les juges jugent en droit, à charge et à décharge. Bien donc sûr, je ne vais pas... Mais en général, c'est à charge, non? Alors, ça dépend, oui. Je parle pour les politiques. Moi, je dirais, si vous voulez, alors, j'emploierais pas le mot à charge, j'emploierais autre chose, et je pense à l'affaire Fillon. On prend un juge, on ne cherche pas à savoir s'il est de droite, de gauche, on prend un juge pugnace, et non pas un dormeur. En choisissant tel juge, on sait qu'il ira jusqu'au bout. Une fois qu'il accroche, oui, je ne peux pas comme ça donner des étiquettes, mais il y a certains juges d'instruction qui sont visiblement plutôt de droite et qui se gênent pas pour taper sur la droite. Ça, j'en ai connu, et inversement, parce qu'il y a une espèce de morale. Pour moi, c'est la pugnacité. Oui, alors la pugnacité, justement, on va parler de ça. Est-ce que pour vous, et là je parle aux journalistes, comme aux citoyens, est-ce que vous êtes aussi, bien sûr, Gilles Guettner, est-ce que les juges devraient être syndiqués? Vous parlez du syndicat de la magistrature, et Dieu sait si, quelles que soient les opinions qu'on peut avoir, on peut dire, et ils le disent, qu'ils sont orientés. Il faut se battre sur l'opprimé par rapport à l'oppresseur, etc., etc. Oswald Baudot. Mais
Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que les juges doivent Alors, moi, j'ai pas une idée précise sur ce que je peux dire, si vous voulez. Ouais. C'est que ils ont l'autorisation de le faire, d'être syndiqués constitutionnellement, donc il n'y a rien à dire. Sauf que lorsque ils signent, comme le syndicat de la magistrature, des écrits sur le fameux mur des cons, là il y a quand même, quand on se moque d'un général qui a perdu sa fille assassinée, violée, un autre identique, on se dit que le syndicat de la magistrature n'est pas Charlie Hebdo. On ne peut pas jouer à Charlie Hebdo. C'est ça qui me paraît important. Alors, après, ça déchaîne des passions, etc. Mais c'est là où il y a quand même... Et puis le syndicat de la magistrature, il représente, vous savez, aux élections, j'avais regardé les chiffres, c'est 22% de 9000 magistrats. C'est pas rien, quand même. Et un magistrat sur deux est syndiqué, à peine, quoi. Donc, alors évidemment, s'ils ont... Mais les procureurs généraux, les 20 ou 25 procureurs généraux, ne sont pas syndicaux, le syndicat de la magistrature. Ils ne sont pas syndiqués, mais ils peuvent effectivement être bienveillants vis-à-vis du pouvoir en place. C'est toujours la même chose, vous savez. Mais tout le problème, encore une fois, c'est vrai, enfin, je vous ai posé la question, vous me dites qui juge les juges, effectivement, ils sont quelquefois jugés. Mais moi, j'ai été très frappé. Alors, ce n'est pas politique, quand même. Enfin, vous connaissez, on ne va pas son nom, ce juge qui proposait sa fille de 12 ans à des pédophiles, Bon, il n'a pas été, il a été, si vous voulez, j'en parle, hein, il a été révoqué. J'ai pas. Il y a eu quelques histoires comme ça, c'était vraiment. Ça, c'est quand même hallucinant, enfin. Bon, ça, ce sont des il était extrêmes. dans le sud de la France, j'en parle. C'est le Conseil supérieur de la magistrature avait statué en 2021. Alors, une chose qui m'a frappé, justement, dans votre livre, Gilles Guettner, parce qu'on parle toujours des 3 pouvoirs, sans parler du 4e. Vous dites, alors ça c'est intéressant parce que j'aimerais que vous précisiez. Vous dites non, il n'y a pas de pouvoir judiciaire, une autorité judiciaire. Oui. Quelle nuance entre, parce que c'est un pouvoir ou c'est pas un pouvoir? Constitutionnellement, c'est le général de Gaulle qui l'a voulu lorsque il a présenté la Constitution en 58. C'est une autorité, c'est-à-dire elle n'a pas de pouvoir à elle. Elle est soumise en quelque sorte, pas soumise, mais disons, elle n'a rien à voir avec le pouvoir législatif ou le pouvoir exécutif. Oui, mais enfin, elle a le pouvoir de condamner. Alors, elle a le pouvoir d'emprisonner. Et ça, c'est le pouvoir de condamner, c'est le pouvoir de juger. C'est la conséquence du pouvoir de juger. Oui, mais c'est-à-dire que les jugements sont actés. Et ce sont eux qui décident d'incarner ce jugement. Absolument. C'est pas seulement, il est coupable, mais après, à vous de voir s'il faut le mettre en prison ou pas. Cela dit, il y a quand même quelque chose qui fonctionne pas trop mal, mais avec des lenteurs. Je veux pas me faire le défenseur acharné, mais... quand vous êtes condamné une première fois, vous pouvez faire appel. Après, vous avez la cassation. Après, alors ça prend du temps. Mais qui vous dit, pour aller dans votre sens, qui vous dit que dans l'affaire des écoutes Bismuth, les 3 personnes qui ont été condamnées, elles ne seront pas, in fine, relaxées? Elles sont en appel actuellement, c'est ça, Ils ont été condamnés en appel, ça va aller devant la Cour de cassation. Et Nicolas Sarkozy l'a dit, il ira jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. On ne sait pas, vous savez, il y a des affaires... tout le monde pensait que Bayrou allait être condamné. Oui, absolument. Et là, est-ce que là on revient, parce que évidemment, ce sont des hypothèses, on ne peut pas dire. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des raisons politiques qui jouent? Vous avez vu qu'actuellement, on parle de lui, je ne sais pas si ça va se faire, pour être ministre de l'Éducation nationale. Bon, en remplacement de alors, je vais vous dire, la réponse, elle est je vais vous la donner. Il faudrait que le code pénal ait un paragraphe spécifique pour sonder l'inconscient d'un juge d'instruction. Et ça, c'est pas de mal à veille. Oui, ce n'est pas facile. Il faudrait psychiatriser. Je comprends ce que vous voulez dire. Non, parce que le problème, et c'est vrai, vous touchez à quelque chose, c'est le facteur humain, quoi. Je veux dire, le juge décide en principe en son âme et conscience, s'il n'est pas trop victime de pression de part et d'autre, et on le sait. Mais encore une fois, quand on lit votre livre, on se dit que quand même, franchement, c'est très souvent, il y a quand même énormément. Alors, il y a des conflits, et heureusement qu'il y a des conflits, c'est là pour ça, qu'il y ait des contre-pouvoirs. Mais est-ce que vous estimez, au terme de ce que vous avez écrit, d'ailleurs, c'est pas votre premier livre, vous avez écrit beaucoup de livres sur la justice et les juges, Gilles Guettner, est-ce qu'au fond, aujourd'hui, on peut dire que
l'équilibre est là entre est-ce que c'est un véritable contre-pouvoir par rapport au pouvoir exécutif, pour ne parler que de lui et pas le pouvoir législatif ou autre. C'est-à-dire, est-ce que la justice agit vraiment comme contre-pouvoir, ce qui est son rôle, sinon si vous voulez, je peux vous citer 2 exemples qui sont quand même assez intéressants, qui ont eu lieu dans les années 99-2000 et qui ont marqué une rupture avec les juges d'instruction. C'est l'affaire du GIFCO, du financement du Parti communiste, présumé du Parti communiste. Rappelez l'affaire, oui, parce que... C'était un bureau d'études comme Urba qui finançait via des commissions prises sur les marchés le Parti communiste ou des satellites. C'est ça. Et il y a eu des papiers, et il faut que les journalistes fassent amende honorable. Oui, le GIFCO, le Parti communiste est coupable, etc. Relax. Le tribunal avait écrit, autant que je me souvienne, en aucun cas cette affaire devait devait franchir les portes d'un tribunal. La deuxième affaire, et là vous en souvenez forcément, qui a fait un bruit extraordinaire, c'est l'affaire de la MNEF avec Dominique Strauss-Kahn et la fameuse honoraire de 603 000 €. Là aussi, etc. Bon. Ouais. Il a été contraint de démissionner de son poste et in fine, relax. Et c'est ça qui, à mon avis, est important. Il faut trouver un système où, quand vous êtes mis en examen, vous n'êtes pas forcément coupable. Or, dans l'opinion... Bon, c'est le gros problème. Oui. Dans l'opinion, vous êtes mis en examen. Moi, j'ai déjà été mis en examen, pas pour escroquerie ou détournement de fonds publics, mais pour diffamation. Ça vous fait pas le même effet que quand vous êtes mis en examen pour escroquerie ou en bande organisée. Voilà. Et c'est vrai que dans l'inconscient du public, on peut le comprendre, je dis pas que le justifier, bien sûr que pas. Mise en examen, c'est déjà... Oui, alors que jadis, c'était inculpé, où il y avait la racine latine culpa à la faute. Là, mise en examen, ça veut dire que on regarde. Oui, on regarde, et on n'a pas... On juge. Mais c'est vrai, pour revenir à ce que vous disiez, il y a des juges qui instruisent à charge. Oui, ça se voit. C'est évident. On le voit. Moi, j'ai suivi un peu l'affaire Tapie, pour le meilleur et pour le moins bon. C'était assez... Oui, bien sûr. Assez frappant, ça. On prend juste une petite pause et on retourne avec Gilles Guettner. Les juges et les politiques. Vaste mariage, vaste pax ou rupture avec communauté rétito-zacrée, on en parle. 0826 300 300 pour réagir, pour poser toutes vos questions. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h46 sur Sud Radio, nous sommes toujours avec Gilles Guettner qui est avec nous pour son livre La guerre secrète entre juges et politiques. C'est aux éditions de l'Artilleur. C'est le cas de le dire, l'Artilleur, hein, quand les juges tirent à vue. Justement, Gilles Guettner, c'est vrai que c'est plein de conflits, etc. Mais je voudrais que vous racontiez justement François Hollande, qui a eu quand même qui a fait beaucoup de livres lui-même, mais le livre qui a peut-être signifié la fin de sa carrière, je ne sais pas s'il aurait été réélu ou pas, mais quand même, quand il a reçu les journalistes du Monde pendant 100 heures d'Avé et l'homme, pour un président ne devrait pas dire ça. Et vous racontez, enfin vous en parlez dans votre livre. À la suite, dans ce livre, François Hollande taxe les journalistes de lâches. Et lorsqu'ils lisent le livre, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général, on est en 2016, ou juin 2016, on se souvienne, sont évidemment fous furieux. Traité de lâche, quand même, des 2 plus hauts magistrats de l'État. Les juges, c'est quand même lourd. Oui, il le dit, ouverte, enfin, il le dit clairement dans le livre. Oui, dans le livre. Et donc, ils veulent avoir ces explications. Enfin, ils sont reçus dans la soirée, tout de suite, vers 20h, à l'Élysée. Il était encore président, c'est voilà. Oui, absolument. Il est encore président. Alors, l'entretien va durer peu de temps. Il s'explique, tout en s'explique. Enfin bref, c'est un peu confus. Et lorsque les magistrats l'interrogent, il est un peu gêné. Il regarde ses chaussures et il y a la secrétaire. Ah bon, j'ai écrit ça. Et la secrétaire, j'ai dit ça moi. Et la secrétaire lui dit, mais oui, Monsieur le Président, vous avez été enregistré, donc vous le savez. Et évidemment, le
Et le président reste muet, quoi. Il n'en a pas trop voulu, après? Non. Oh non. Je crois, nous avons un auditeur. Oui, pas mal, ça fait réagir sur le standard 0826 300 300. On a Julien qui nous appelle depuis Créteil. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Bonjour mon cher André, bonjour à votre invité. Des débats très intéressants, effectivement, que celui de la justice et des juges. Moi, ça m'a fait penser, c'est pour ça que je souhaitais réagir, à l'affaire des frégates de Taïwan, qui est quand même un des plus gros scandales du XXe siècle. Et quand on réécoute Christine Devier-Joncourt, qui d'ailleurs au passage, vous devriez l'inviter, André, je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire sur le Covid, la guerre en Ukraine et le pouvoir des juges. Rappelez-vous, enfin vous avez connu ça certainement beaucoup mieux que moi, le fait que les juges voulaient faire tomber Roland Dumas. On se souvient, il y avait une collision énorme et on avait à l'époque, en tout cas c'est ce que dit Madame Devier-Joncourt, une Eva Joly qui harcelait Madame Devier-Joncourt et c'était le but effectivement, c'était d'atteindre Roland Dumas parce que rendez-vous compte André, il y avait des liens qui s'entendaient très bien avec les dirigeants iraniens, les dirigeants russes, mais c'était vraiment un sacrilège si je veux le dire comme ça. Et donc c'est vrai que cet exemple je trouve des frégates de Taïwan, même si elles parlent pas peut-être à la nouvelle génération, il y a beaucoup d'autres affaires. Ah, bien sûr, elle révèle vraiment la collusion et le lien qui est absolument énorme. Et en fait, quand on nous dit une indépendance de la justice, bon, on vient de le voir, vous en avez très bien parlé avec l'affaire Bayrou. Moi, personnellement, je n'étais pas étonné quand on sait que c'est un macroniste plus. Moi, j'avais aucun doute qu'effectivement, il serait blanchi. Bon, voilà, c'est hélas, on est dans une justice qui est quand même, je vais pas dire bananière, mais enfin, c'est quand même très politisé, faut pas se raconter de l'histoire. Alors Julien, c'est intéressant parce que beaucoup de nos auditeurs, on reçoit beaucoup de messages qui ont encore une fois l'impression, c'est pour ça que c'est intéressant votre livre, non pas qui rétablit, qui refait l'équilibre, mais que justement, comme Julien, ils disent oui, mais regardez, la justice est soumise aux politiques, même si de temps en temps il y a des accrochages, mais auparavant, les frégates de Taïwan, vous avez suivi cette affaire? Oui, j'ai suivi, autant que je me souvienne, Christine Devier-Joncourt jouait les intermédiaires pour que le contrat se réalise, et elle voulait passer par Sirven, l'âme damnée de Loïc Le Floch-Prigent, mais juridiquement, ce qu'elle a fait, ce que faisait Sirven, ça s'apparente à de la corruption, puisque vous touchez vous touchez une commission. Sur un marché. Alors, le rôle de Roland Dumas, là, il a été très moi, on peut pas être affirmatif, d'autant plus qu'il n'a pas été il a été relaxé dans toutes ces procédures. Tout à fait. Il a été condamné que dans petite procédure, enfin sans intérêt. Non mais en général, je vais vous dire, il y a quand même une espèce, je dirais pas d'impunité, mais dans les affaires qui sortent, Gilles Guettner, combien d'affaires sortent par rapport à d'affaires qui ne sortent pas? Je pense non seulement aux fausses factures, je pense au retour, vous savez, Elf Gabon et compagnie, toutes les histoires de financement de partis politiques, où vous avez les rétrofactures qui reviennent comme ça, et puis c'est quand même, il y a eu je dirais pas un océan, enfin il y avait quand même beaucoup de choses. Alors certaines sont sorties, mais d'autres... Oui, parce qu'il y a quand même, faut pas oublier qu'il y a une instruction en cours, mais alors, elle dure déjà depuis 7-8 ans. Ils seront tous morts. Les biens mal acquis de toutes ces... De Bokassa et compagnie. Bongo, Obiang, pour la Guinée. Bon, c'est vrai, mais c'est tellement énorme. Alors en plus, ce qui se passe, et là on revient dans ce que vous disiez, c'est que l'instruction est longue, parce qu'au bout de 4 ans, le juge d'instruction qui a instruit, il s'en va, il est nommé ailleurs, il va avoir une promotion. Donc son successeur, il reprend 4 ans. Il reprend pas à zéro, mais il reprend 4 ans, donc il perd du temps. On n'en finit plus, quoi. Alors vous avez raconté hors antenne l'histoire de ces centenaires. Oui. Raconté parce qu'elle est fabuleuse. Oui. Parce que ça dit tout ce que dit Julia et d'autres, c'est-à-dire que on peut attendre, quoi. On peut attendre. Absolument. C'est l'affaire de la chaufferie de la Défense. C'était quoi cette affaire? C'est un marché public qui concernait les quelques municipalités autour de la Défense. Qui devait organiser le marché de chaufferie, de chauffage. D'accord. Et c'est un truc énorme. La Défense, il y avait plusieurs villes limitrophes à la Défense qui étaient mêlées, et il y a eu c'est un marché qui portait sur plusieurs dizaines de millions, et il y a eu effectivement une corruption assez forte, et le résultat des courses, c'est que le juge a changé, un autre est venu, été mis en examen et condamné à un certain nombre de gens,
personne n'avait été mis, il n'y a pas eu de procès. Au bout de 20 ans. Non, au bout de 20 ans, l'instruction, c'est faute de combattants. L'instruction a été terminée parce qu'il se trouve que l'un des inculpés avait des mises en examen, avait 101 ans et l'autre 99. Donc le combat, c'est ça, faute de combattants. Ouais. Donc, alors il y a on dit qu'au parquet national financier, il y a une ou deux affaires qui datent depuis plus de 10 ans. Non, mais c'est ça qui est fabuleux aussi. Enfin, vous en parlez. La longueur de ces affaires. C'est-à-dire qu'on peut attendre tranquillement, même si l'on est coupable. Oui. On verra. La prescription. Et là, c'est le juge est maître. S'il bouge pas, prescription. Oui. Et la prescription, elle est dans des dates très fixes, etc. Alors on arrive à reculer s'il y a quelqu'un qui se constitue partie civile. Il y a toujours. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. C'est un petit peu les poupées gigognes, quoi. Oui. Alors, est-ce que vous souscrivez complètement à l'immortelle assertion de La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir? C'est toujours ça? Oui. Je veux dire, pas changé, ça. Oui, je pense que ce ne serait pas... certains ne seront pas contents, mais votre formule, la formule de La Fontaine... Rendons à La Fontaine ce qui est à La Fontaine. Elle est assez juste, on voit bien, quoi. Ouais. Merci Gilles Guettner, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et c'est vraiment très intéressant de voir à quel point, encore une fois, dans cette guerre secrète des juges et des politiques, moi il y a une chose qui me frappe effectivement. Je voudrais rappeler, et c'est sur votre prière d'insérer, enfin sur la 4e de couverture, c'est très joli. Savez-vous, monsieur le juge, quel est... Alors c'est François Molin, qui parle à un juge, c'est ça. Savez-vous, monsieur le juge, quel est le point commun qui nous unit? Non, mais je serais heureux de le savoir. Monsieur Dupond-Moretti nous déteste tous les deux, c'est François Molin, ex-procureur général près de la Cour de cassation, effectivement. À votre avis, quand un homme politique, je voudrais finir là-dessus justement, quand un homme politique a eu maille à partir, les haines recuites durent, ou après ils disent vraiment la page est tournée? Le problème, c'est qu'il n'y aura plus de haine recuite parce que le procureur général est parti très vite. Ah oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, il est parti et chacun vaque à ses occupations. C'est ça. Voilà. Qui juge les juges, qui juge les politiques? En tout cas, un livre à lire de Gilles Guettner, La guerre secrète entre juges et politiques. 44 ans. Et puis, vous ferez le tome 2 dans 10 ans. Oui. Hein, au moins. Et sur les réseaux sociaux, beaucoup de commentaires sur... on aurait pu parler du cas Balkany, nous dit-on. Oui, c'est vrai, ça. Oui. Merci beaucoup, Gilles Guettner, d'avoir été avec nous. Je rappelle ce livre, La guerre secrète entre juges et politiques, aux éditions L'Artilleur. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve demain, André Berkoff, entre midi et 14h. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. De la Presqu'île aux pentes de la Croix-Rousse, de la Guillotière à Confluence, en passant par le Vieux-Lyon et ses traboules, Sud Radio rayonne désormais à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et parlons vrai.